sur la vérification du quorum, Madame la Présidente. Nous souhaiterions que cela soit fait, puisque nous avons quand même vu ce qui se déroule encore ce soir. Nous souhaiterions quand même avoir une vérification du quorum. Alors, est-ce que la moitié du groupe RN est présente en séance publique? Ben, je sais pas pourquoi ils partent. Alors, j'ai besoin, donc je vais vérifier que la moitié du groupe RN est bien présente dans l'hémicycle. Oui, Monsieur Marlex. Présidente, il y a une demande de quorum qui a été faite. Oui. Votre question qui consiste à se demander si la moitié des membres, etc., est totalement déplacée. C'est pas la première fois, Madame la Présidente, qu'aujourd'hui, vous outrepassez un petit peu les neutralités de votre fonction. Donc, le règlement de l'Assemblée nationale prévoit la vérification du quorum. Elle est de droit quand elle est demandée. Mais elle n'a pas de commentaire. Monsieur le député, l'article 61, alinéa 3, précise « La demande personnelle du président d'un groupe n'est recevable que si la majorité des députés qui constituent ce groupe est effectivement présente dans l'hémicycle. » C'est la stricte application du règlement de l'Assemblée nationale, monsieur le député. Donc, je voudrais m'assurer que la moitié du groupe RN était effectivement présente dans l'enceinte de cet hémicycle. Monsieur le Président Ciotti. Je veux, Madame la Présidente, au nom de mon groupe et au nom du même article, que vous procédiez à la vérification du quorum. Alors, nous allons également vérifier que la moitié des députés qui constituent votre groupe, Monsieur le Président Ciotti, est effectivement présente dans cet hémicycle. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main pour le groupe UDR? Donc, 1, 2, le groupe UDR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous êtes un groupe. Donc effectivement, la moitié des députés sont présents dans l'hémicycle. Votant 285, exprimé 280, majorité 141, pour 120, contre 160. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je mets aux voix l'article. Rappel au règlement de M. Tanguy. Merci Madame la Présidente. Article 101. Alinéa 2, c'est au tour du modeste député que je suis de demander une seconde délibération sur l'amendement qui s'est produit parce qu'il paraît que certains groupes peuvent changer d'avis. Peut-être que le Rassemblement national va changer d'avis avec une deuxième délibération. Donc, selon cet alinéa, je demande une deuxième délibération. Il s'agit d'un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 288, exprimé 281, majorité 141, pour 164, contre 116. L'Assemblée nationale a adopté. Je ne crois pas, Monsieur Cordier, je ne crois pas. C'est la démocratie en marche. Alors, s'il vous plaît, ne criez pas. Je pense qu'on est dans un hémicycle, on peut se parler correctement et on peut s'entendre. Alors, s'agissant de la deuxième délibération, donc tout député peut demander une seconde délibération et donc je dois demander l'avis de la commission sur la question de cette seconde délibération. Monsieur le vice-président et Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission des lois sur la seconde délibération demandée par Monsieur Tanguy? S'il vous plaît. Oui, pour répondre à votre question, Madame la Présidente, j'ai en direct le président Boudier qui me dit qu'il n'est pas favorable à ce qu'il y ait une seconde délibération. Je ne peux que transmettre son message. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président. Donc, l'article 101 du règlement prévoit qu'en cas d'avis défavorable, l'Assemblée est appelée à se prononcer par un vote et donc qui ne donne lieu ni à un débat ni à explication de vote. Donc je vais demander à l'Assemblée nationale si elle souhaite procéder à une deuxième délibération. Donc j'ouvre le vote. Est-ce que l'Assemblée nationale veut procéder à une seconde délibération? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Votant 287, exprimé 285, majorité 143, pour 118, contre 167. Donc l'Assemblée nationale ne souhaite pas une deuxième délibération. Donc nous allons pouvoir passer, monsieur le député, pour un règlement. Madame la Présidente, je crois qu'on va faire tous les articles aujourd'hui. Article 50-4 et -5, l'Assemblée se réunit de 9h à 13h, l'après-midi de 15h à 20h et en soirée de 21h30 à minuit. Il est 20h06. L'article 5 prévoit que l'Assemblée peut prolonger, mais pour cela, il faut que la conférence des présidents se réunisse et donne un avis favorable. Il suffit, monsieur le député, que la commission ou le gouvernement indique à l'Assemblée si elle souhaite poursuivre au-delà de 20 heures et en application de l'article 50 alinéa 5 du règlement, je consulterai ensuite l'Assemblée. Madame la ministre, souhaitez-vous poursuivre? Oui, Madame la Présidente. Donc je demande l'avis de l'Assemblée nationale sur la poursuite des débats au-delà de 20 heures. Il ne nous reste que les explications de vote. Donc le scrutin est ouvert. Je vous demande de voter par scrutin public. Le scrutin est clos. Et donc, votant 288, exprimé 285, majorité 143, pour 175, contre 110, l'Assemblée nationale a adopté et souhaite donc poursuivre les débats jusqu'à leur terme. Donc nous allons en venir aux explications de vote. Madame Bonivard, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Selon l'article 100, je souhaiterais indiquer qu'il serait opportun que les commissaires du gouvernement ne lèvent pas les yeux au ciel quand des députés prennent la parole. Je trouve ça irrespectueux et il est important que chacun reste à sa place. Quand j'ai pris la parole, il y avait des manifestations de dénégation de mes propos et il est important que les commissaires du gouvernement sachent rester à leur place comme nous sachons rester à la nôtre. L'article 101. Toujours l'alinéa 2, parce que je suis saisi d'un doute tout d'un coup sur mon vote sur l'article 1. Alors j'aimerais une seconde délibération sur l'article 1 et à ce titre, j'aimerais aussi savoir depuis quand on prend l'avis de la commission par SMS ou par texto. Je ne savais pas qu'on pouvait siéger par texto dans l'hémicycle. Mais c'est une bonne nouvelle pour les macronistes qui ne sont jamais là. Vous pouvez maintenant siéger par texto. La parité dans les élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants, elle n'est pas anecdotique, elle s'inscrit dans une longue histoire. Cette histoire, c'est celle de la représentation, ou plutôt de la non-représentation des femmes dans la sphère politique. Puis il y a eu les lois de 2000 et de 2013 aboutissant à une parité obligatoire partout, sauf dans les communes de moins de 1000 habitants. 290 000 personnes sont concernées par la décision que nous nous apprêtons à rendre ce soir sur ce texte. 290 000 personnes, hommes et femmes, investis de longue date ou depuis peu, mais qui ont au cœur de s'investir pour leur commune. On peut aisément se projeter sur un demi-million de citoyens qui vont s'engager dans la campagne pour les élections municipales, pour les petites communes, afin de faire rayonner la démocratie au sein de nos territoires et de notre République, ce qui ne semble pas être le cas et la volonté de certains dans cet hémicycle. Et pour toutes ces personnes qui sont déjà probablement identifiées par la population et les têtes de liste, ils vont devoir faire face à un brutal et important changement de règles pour les élections à moins d'un an de ce scrutin. Cela a été répété des dizaines de fois cet après-midi dans cette Assemblée. Il n'y a aucun intérêt à venir saper les efforts collectifs qui ont été menés jusqu'à présent. Il n'y a aucun intérêt à priver les conseillers municipaux investis de longue date de leur siège au conseil municipal. Il n'y a aucun intérêt à déconstruire la démocratie et la stabilité locale dans notre ruralité. En somme, cette proposition de loi ne présente aucun intérêt pour les conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants, sauf peut-être pour l'extrême gauche qui espère ainsi investir nos petites communes dans nos campagnes. Il ne demande pas l'instauration de scrutins de liste ou de la parité. Tous les maires et les équipes municipales qui souhaitent la parité sont tout à fait libres de la proposer dans leur commune et c'est ce que beaucoup font d'ailleurs. C'est permis, pourquoi l'imposer? Encore
encore une idée du gouvernement, imposer, réduire les libertés des Français, c'est ce que vous faites à longueur d'année. De même pour le panachage, communément appelé tir au pigeon. Évidemment, on est à la campagne, c'est pas non plus à Sarcelles qu'on tire le pigeon. J'entends bien que ceux qui ont été écartés en souhaitant la fin, mais qu'en est-il de la représentation populaire? Honneur à notre Assemblée nationale. Nous avons en effet, nous aurions dû d'ailleurs passer au noir et blanc pour apprécier mieux les discours ringards, réactionnaires que nous avons entendus de l'autre côté de l'hémicycle. Finalement, je me dis, une seule délinquante vous manque et tout est dépeuplé. Des années de stratégie de dédiabolisation, à essayer d'être respectable, à mettre de jolies cravates. Et à la fin, le choix qui est fait par le Rassemblement national, redevenu le Front national pour l'occasion, c'est de faire monter à cette tribune comme orateur de groupe un représentant de la vieille garde de Jean-Marie Le Pen, qui éructait déjà dans les années 90 contre la parité et les droits des femmes. Cela est révélateur. Une attitude lamentable de volonté, et je reprends un terme que je n'aime pas, mais que je reprends, il s'est caractérisé aujourd'hui de bordélisation du débat et de l'Assemblée nationale, indigne du sujet dont nous parlons. Indigne du sujet dont nous parlons. Et vous êtes, si je peux terminer, je vais terminer, ne vous en déplaise. Je vois que vos bonnes résolutions et cette bonne volonté d'avoir une image toute lisse s'écroulent dès qu'on parle des sujets qui concernent la démocratie et les droits des femmes, mais c'est une illustration parfaite. Et de ce point de vue-là, moi j'ai eu honte aussi, au fond du sujet, si je peux cesser d'être interrompu par la collègue qui éructe elle aussi depuis tout à l'heure de façon très grossière, ce serait très agréable. Allez, s'il vous plaît. Sérieux. Bon, allez. S'il vous plaît, monsieur le député, je voudrais que vous concentriez sur votre intervention et vos explications de vote et que vous ne preniez pas en partie les autres parlementaires. S'il vous plaît, allez-y. Donc je m'adresserai uniquement à vous, Madame la Présidente. Moi, j'ai eu honte quand je me suis dit que des milliers, des millions de femmes engagées dans notre ruralité au quotidien, dans nos conseils municipaux, dans nos associations, dans nos clubs sportifs, dans notre vie conviviale et citoyenne, se sont sentis insultés par des élus qui expliqueraient qu'on ne serait pas capable de trouver des femmes pour s'engager dans les conseils municipaux demain. Mais quelle vision arriérée avez-vous des campagnes? Mais quelle vision arriérée avez-vous de la place des femmes dans la démocratie et dans la vie citoyenne de notre pays? Ce sont elles qui déjà font vivre les luttes locales, les combats pour la dignité, pour l'environnement, pour la vie de nos ruralités. Vous les avez méprisées, vous les avez insultées, vous avez sous-entendu finalement que l'engagement des femmes valait moins en campagne qu'à la ville. C'est vous qui méprisez le monde rural, c'est vous qui refusez qu'on applique le droit commun partout, qu'on applique l'aspiration républicaine à l'égalité partout, qu'on applique, oui, la parité, parce que j'ai entendu M. Guignot reprendre l'argumentaire qui était utilisé par ceux qui refusaient la parité au début des années 2000 et expliquer, vous vous rendez compte, on va mettre des quotas, et oui, et peut-être d'ailleurs que si on en avait, cette assemblée n'aurait pas ces débats parce qu'on ne serait pas dans une assemblée où plus de 6 parlementaires sur 10 sont des hommes, alors que dans la société, les femmes sont majoritaires. Voilà la réalité aujourd'hui. Madame la Présidente, c'est une mise en cause personnelle sur la base de l'article 70. Jamais je ne me laisserai insulter dans cet hémicycle. Vous avez proféré une injure sexiste. Je n'éructe pas. Ouais. C'est absolument scandaleux de dire ça. Je vous demande des excuses. Ce sont les animaux qui éructent, monsieur Lucas. Respectez les femmes. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Marc Fesneau, président du... Et je vois qu'il y a d'autres héritiers dans cette salle. Allez, les arguments... Et vous êtes le parti du désordre, contrairement à ce que vous affirmez. Vous êtes le parti du désordre. Les arguments qui ont été déployés par plusieurs sur les questions du calendrier sont des arguments fallacieux. En réalité, il y a ceux qui pensent que la place des femmes dans la vie publique est un combat majeur à mener sans délai, et puis il y a ceux qui pensent que la parité peut attendre 2032, 2033 et bien au-delà, puisque tout à l'heure, l'orateur du RN, dans ses explications de vote, a expliqué que ce texte n'avait aucun intérêt pour lui.
Les socialistes ont toujours été... Que je puis vous dire que moi j'ai eu aussi quelques SMS ce soir de gens qui regardaient en direct nos débats. Et notamment cette demande de deuxième délibération, Madame la Ministre, je vous le dis dans les yeux comme je le pense. Ce soir, il y avait un bloc central. Ce soir, il y a un avant, il y a un après. Je vous le dis, la danse du ventre, ce soir, a été faite davantage en direction du Parti communiste et des Verts qu'à l'égard du groupe présidé par le groupe Horizon et par le groupe des Républicains. Je le regrette. La majorité parlementaire, ce soir, est fissurée, Madame la Ministre, je vous le dis, par rapport aux discussions concernant ce texte. Nous verrons, bien entendu, dans l'avenir, ce qu'il en sera, mais ça laissera des traces. Amendement, je le redis, ici, il s'agit bien de l'enjeu, non pas autour de la parité, je crois qu'ici, tout le monde est pour la parité, vraiment. Je crois bien qu'ici, l'enjeu, c'est bien la faisabilité dans les délais qui nous sont impartis à moins d'un an du scrutin, d'en modifier les règles. Voilà. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, sur un sujet qui concerne les collectivités territoriales, on a peur de la sagesse des sénateurs, puisqu'il faut voter absolument cette loi conforme et qu'on n'accepte pas un report en 2032. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur Di Filippo, pour l'amendement numéro 7. Merci Madame la Présidente. Effectivement, je souscris aux propos de Madame Firmin Le Bodo. Ce n'est pas la question de la parité qui se pose ici. Ce serait trop facile de manière caricaturale et de vouloir l'imposer partout de manière uniforme, sans délai. Vous avez des gens qui s'investissent encore dans les conseils municipaux des communes de notre ruralité par conviction, avec un vrai projet pour leur commune. Demain, vous allez leur demander de cesser leur mission, de libérer les places, de s'en aller, et vous allez obliger des gens à trouver des candidatures à Libye avec des personnes qui ne voulaient pas forcément s'engager, qui vont s'aider à le faire. Et le pire des arguments que j'ai entendus, qui légitime le report à minima de l'application de cette loi en 2032 et pas en 2026, il a été donné en commission par Madame la rapporteure. Elle disait, mais si vous ne trouvez pas de femmes, eh bien c'est pas grave, la loi vous permet de présenter des listes incomplètes. Alors ça, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Déjà, c'est du dénigrement, et en plus, eh bien, c'est amener l'instabilité dans tous les exécutifs municipaux de demain. Vous êtes à côté de tous les enjeux de cette question-là.